Une petite vidéo pour expliquer ce que c'est les réactions de complexation qui seront en lien avec les réactions de précipitation, car très souvent c'est lié et ainsi lié aussi avec les réactions acido-basiques. Donc, on va voir dans cette vidéo comment fonctionnent les réactions de complexation, c'est quoi un complexe, comment on le nomme, comment on l'utilise, comment on détermine sa constante de réaction, ou les constantes de formation et constantes de dissociation, et on fera aussi, pour terminer, un petit exemple. Commençons par la première page, et sur la première page, nous pouvons observer et regarder la définition d'un complexe. Un complexe est un édifice polyatomique constitué d'un ion ou d'un atome entouré d'ions ou de molécules appelées ligands, liés à l'ion ou à l'atome central par des liaisons chimiques. Vous avez des exemples qui vous sont donnés, comme le AgNH3 2 fois, CuH2O 6 fois, etc., etc. On va prendre un exemple. Je vais prendre le même exemple qu'il y a sur le polycopier. C'est Ag2 AgNH3 deux fois. Très souvent, l'atome central, c'est un métal. Et dans les exemples qui vous sont donnés aussi, c'est du cuivre, du cobalt, etc. Et donc, vous avez Ag qui est le métal. Ici, Ag, on sent bien que ça fait Ag2+. NH3, 1NH3, c'est le ligand. 2, c'est l'indice de coordination. Et pour montrer que c'est un complexe, l'ensemble de ce complexe est mis entre crochets et noté donc plus. Ensuite, on va prendre l'autre, Cu, H2O 6 fois. Allez, Cu, c'est bien le métal, c'est l'atome central. H2O 6 fois, donc il y a 6 ligands qui sont H2O. Il est hexacoordonné, ça c'est l'indice de coordination. Comme l'eau n'est pas chargée, le cuivre c'est Cu2+, l'ensemble de ce complexe est chargé de plus. Pareil pour CO, NH3, 6 fois, etc., etc. Juste un petit peu plus bas, vous avez la nomenclature avec les différents noms que portent les ligands. Vous avez par exemple le nom pour NH3, amine, O, l'eau, H2O, c'est aqua, fluoro, oxo, hydroxo, sulfato, thiosulfato, cyano, chloro, thio et thiocyanato. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner le nom des différents ligands qui vous sont proposés, à la page numéro 2. Vous avez le nombre du complexe positif qui est donné, des complexes négatifs qui vous sont donnés, et donc on va essayer de donner le nom correspondant à cet ensemble. Et on va commencer par du AgNH3 deux fois, justement, positif. Parce que ça va changer si c'est positif ou négatif. AgNH3 deux fois plus. Ensuite, on a juste en dessous du FeCN. SCN deux fois, non qu'une seule fois, FeSCN 2+, et pour terminer en ion positif du NiH2O 6 fois. Sans doute 2+. Alors, c'est quoi leur nom? On commence comment? Je vais vous donner l'exemple, puis vous pourrez essayer de faire pareil pour les suivants. AgNH3 deux fois. Donc c'est un ion, déjà pour commencer. 2, donc di. Ensuite, le NH3, on va regarder le nom du NH3. NH3, c'est amine. Donc ça fait diamine. Argent. Et entre parenthèses, on note en chiffres romains la charge portée par le métal. S'il était tout seul ici, l'argent, ça serait, s'il était tout seul, Ag+. Donc ici, on met un 1. Le deuxième, l'ion. SCN. SCN, c'est thiocyanato. Faut que je me trompe. Thiocyanato. Fer. Oui, mais le SCN, normalement, SCN, c'est SCN-. Donc, le fer qui est ici, c'est Fe3+. Allez, le dernier. L'ion. Hexa, pour 6. L'eau, c'est aqua. Ni, nickel. Et le nickel, ici, il est 2+.
Donc 2. Alors maintenant, on passe à ceux qui sont négatifs. Quand on est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a deux exemples qui vous sont proposés. Le CuCl4 2-. Là, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèse parce qu'il n'y a que le 4, le Cl, c'est le ligand, et il y a 4 fois. Là, on met bien une parenthèse parce que c'est 2 fois le groupe NH3. Le ligand, c'est bien NH3 complet. Donc, CuCl4 2- et FeCN6 4-. Fe, je vais mettre un peu plus bas, comme ça j'aurai la place. FeCN6 4-. Ah, on commence. Alors, je vais le mettre ici. C'est un ion, oui. 4. 4, c'est tétra. Le chlore, on regarde dans le tableau, c'est chloro. Cuivre, mais comme il est négatif, on ne va pas mettre cuivre. On va finir le terme par ate. Donc, c'est pour ça que ça fera cuprate. Et on met entre parenthèses la charge du cuivre. Cl, c'est Cl-, donc Cl4, il y en a 4-, 2-, donc c'est du Cu2+. Donc l'ion tétrachlorocuprate. Je vérifie, ion tétrachlorocuprate, c'est bien ça. Alors ensuite, celui-ci, l'ion 6, hexa, Cn. Cn, c'est cyano, c'est bien ça. Cyano, fer, ferrate. Entre parenthèses, Cn, normalement c'est Cn-, il y est 6 fois, donc le fer ici, il est plus 2. Une constante très utile pour les réactions de complexation, c'est les constantes de formation et les constantes de dissociation. Ici, vous avez un métal, M, avec un ligand L, on en prend une quantité N, pour fabriquer le complexe Ml indice N. D'accord? Sur la partie de droite, on note bêta. Bêta, c'est la constante qui s'appelle la constante de formation. Et cette constante de formation, c'est dans le sens de la fabrication du complexe. Donc, c'est dans le sens numéro que je vais noter ici, numéro 1. Donc, ce qui correspond à la concentration en complexe qui m'intéresse, Ml indice N, divisé par la concentration de l'élément M fois la concentration de L puissance N. C'est une constante de réaction parmi tant d'autres, mais c'est la constante de formation, de fabrication du complexe à partir des éléments pris séparément. De la même façon, on pourrait définir la constante de dissociation. En fait, la constante de dissociation, c'est la même chose, mais dans le sens numéro 2. Vous prenez le complexe, vous le détruisez et vous le coupez en morceaux. Donc ça, c'est ce qui a été fabriqué, ça, c'est ce qui est produit. Donc on comprend bien que ce sera la concentration de M fois la concentration de L puissance N divisé par la concentration de Ml indice N. Voilà. Et donc on se rend tout de suite compte que bêta c'est égal à 1 sur Kd. C'est normal, il y en a un qui est dans un sens, l'autre qui est dans l'autre. Alors j'ai une petite remarque supplémentaire à rajouter, c'est vrai que nous on avait noté, alors on pourrait faire exprès, bon, c'est un peu en rajouter, mais nous on avait noté ça. C'est vrai qu'un complexe, a priori, on devait le noter comme ça, avec la charge correspondante ici. Donc, par exemple, ici, si vous aviez à noter concentration du complexe, eh bien, il faudrait noter comme ça, avec la charge correspondante ici, ou alors, comme ça. Bon, ça fait quelque chose qui est quand même très lourd. C'est pour ça que moi, très souvent, le complexe qui est ici, très souvent, je vais le noter comme ça. Pour me simplifier la vie, pour simplifier l'écriture, c'est la convention que je prendrai. Mais bon, maintenant, là, vous avez la définition de la constante de formation bêta, la définition de la constante de dissociation. Il faut les apprendre par cœur. C'est un peu comme la constante d'acidité en réaction acido-basique. Partons tout de suite sur un exemple qui nous est proposé. C'est soit un bécher dans lequel il y a
une solution avec du Fe3+, concentré à 10-3, et on verse des SCN- à une concentration telle que, lorsqu'on aura versé tous les SCN- dans le bécher, la concentration sera donc de 10 puissance moins 1 mol par litre. On nous donne, et ça c'est une info importante, on nous donne le PKD. PKD de FeSCN2+, qui vaut 2,1. Conclusion, ça veut dire que les Fe3+, peuvent réagir avec SCN- pour fabriquer du FeSCN. Alors, combien de fois? Une fois. 2 plus. Une fois. Et là, ça c'est le PKD. On nous donne le PKD. Alors, on pourrait peut-être écrire ici, je ne sais pas si c'est écrit, constante de la réaction. La constante de la réaction, par définition, c'est la concentration du complexe. Alors, je vais noter ce truc-là, je vais le noter complexe. C'est la concentration du complexe divisée par la concentration de Fe3+, divisée par SCN-. Là, on voit bien que ça correspond à cette réaction chimique écrite dans le bon sens. C'est la constante de réaction de cette réaction chimique. Mais la particularité, c'est qu'on reconnaît, ça correspond juste à la constante de formation bêta. La constante de formation de mon complexe qui m'intéresse. Oui, mais on ne nous donne pas bêta, on nous donne PKD. Alors, on réfléchit un petit peu. PKD, PKD, PKD qui vaut d'ailleurs la valeur, si je veux, 2,1. La valeur de 2,1. Oui, mais si PKD vaut 2,1, alors KD vaut 10 puissance moins 2,1, dans ce cas-là, bêta vaut 10 puissance 2,1, qui est largement plus grand que 1. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir commencer notre tableau d'avancement. Alors, tout est en mol par litre, je vais tout mettre en mol par litre, dans mon tableau d'avancement. À l'état initial, et puis je pense qu'il y a des petites cases qui sont prêtes, c'est bien ça, et à l'état final, c'est-à-dire à l'équilibre. La concentration à Fe3+, elle est de 10 puissance moins 3, la concentration à SCN- 10 puissance moins 1, un trait. On pourrait, enfin je trouve, on pourrait peut-être supposer que la réaction est très déplacée vers la droite. Donc, on aurait une grande flèche comme ça, et qu'une petite flèche comme ça. C'est faisable, je pense. On va noter epsilon, la quantité de Fe3+ à l'équilibre, à peu près 0. Ici, on aura 10 puissance moins 1, moins 10 puissance moins 3. Franchement, 10 puissance moins 1, moins 10 puissance moins 3, ça fait à peu près 10 moins 1. Et puis ici, normalement, devrait apparaître 10 puissance moins 3. Donc on a fait une hypothèse. C'est vrai que c'est écrit hypothèse juste en dessous, donc on va peut-être compléter. Hypothèse. Eh bien, on va supposer, première hypothèse, que la réaction est très déplacée vers la droite. Et donc, on va supposer que, vu qu'elle est très déplacée vers la droite, que la concentration en complexe, normalement, devrait être largement supérieure à la concentration à Fe3+. À l'équilibre, en tout cas. Si ça, c'est vérifié, alors ça veut dire que la réaction est bien déplacée vers la droite. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai supposé dans mon tableau d'avancement. Donc on va compléter parce que le but, c'est quel est l'état final de ma réaction chimique. Et il faut calculer toutes les concentrations qui existent. Alors, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on va avoir? Il vous reste un petit peu de place, je pense, ici en dessous. À l'équilibre, on a la concentration du complexe qui est de 10 puissance moins 3. À l'équilibre, la concentration de SCN-, moi, je dirais bien, franchement, je dirais pas me faire suer, je dirais bien 10 puissance moins 1, moins 1 mol par litre. Ou alors, bah, vous écrivez 0,99, c'est ça, 0,99 fois 10 puissance moins 1. Et il nous reste à déterminer epsilon. Pour connaître epsilon, c'est-à-dire la concentration en Fe3+, qu'on a noté epsilon, qui normalement devrait être très petit, eh bien on n'a qu'à utiliser ça. On voit bien que la concentration en epsilon, ça sera la concentration en complexe, divisé par la concentration en SCN-, et le bêta qui se retrouve en dessous, on fait le calcul. Concentration en complexe, 10 moins 3 divisé SCN-, 10 moins 1 fois 10 puissance 2,1. J'espère que c'est assez faible. J'espère. D'après les calculs, bon, c'est vrai que là on pourrait noter 9,9 fois 10 puissance moins 2. Et j'ai calculé une concentration de 8,02 10 moins 5. Allez, environ 8 fois 10 puissance moins 5 mol par litre.
Donc si on a du 8 fois 10 puissance moins 5 mol par litre, on peut quand même supposer que ça, c'est quand même très petit par rapport à ça. Ouais, c'est au moins 10 fois supérieur. Alors pour s'en assurer, on peut faire des petites vérifications. C'est ce qu'il y a à la page suivante. Vérif. On va faire une échelle de... Alors cette fois-ci, ce ne sera pas une échelle de pH. Ce sera une échelle de PKD. Enfin plutôt ici PSCN. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et puis faire une analogie avec réaction acido-basique. Ici, le Fe3+, c'est comme si c'était la particule échangée. Ici, c'est H+, ou H3O+. Tac, tac. D'accord? Ici, on va avoir la base. Tiens, la base, je vais la noter A-. Et puis ici, je vais noter ici l'acide AH. Et ça correspond à la même chose. Parce que vous avez le Fe3+, qui réagit avec la particule échangée et qui vous donne le complexe correspondant. Le complexe, c'est AH, l'acide. Fe3+, c'est la base, A-. Et puis SCN-, c'est le proton H+. On connaît bien ici la formule pour ça, avec une échelle de prédominance. On connaît bien la formule pH égale pKa plus logarithme de la base divisé par l'acide. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que ça nous permet de tracer une échelle de pH où on place le pKa, plus 1, moins 1. Il ne faut pas rentrer dans cette zone. Du côté gauche, c'est l'acide, et du côté droit, c'est la base. Et puis, suivant le pH où vous êtes situé, soit vous avez une prédominance de la base, soit vous avez une prédominance de l'acide. Et bien là, c'est exactement la même chose qui va se passer. Parce que la constante d'acidité Ka, ça correspond en fait à KD. C'est l'analogie parfaite. Et on va pouvoir écrire que P de, c'est pas pH, ce sera P de SCN est égal à PKD plus logarithme de la base. Alors la base ici c'est Fe3+, divisé par le complexe. D'où on peut placer ici une échelle de PSCN, où on aura le PKD, PKD-1, PKD plus 1. Alors PKD ici était de 2,1, donc on sera à 1,1 et à 3,1. Du côté gauche, on aura l'espèce la plus acide, et ici l'espèce la plus acide, c'est le complexe. Et du côté droit, on aura l'espèce la plus basique, c'est-à-dire le Fe3+. Alors dites pas que c'est un acide ou une base, c'est un complexe et le métal correspondant. Nous, on a un SCN, alors on l'avait calculé, le SCN, on avait un SCN, une concentration SCN de 9,9 fois 10 puissance moins 2 si on voulait être rigoureux. Et donc ça nous apportait un PSCN de, si je ne me trompe pas, de 1 environ. Parce qu'on avait 10, 10 moins 2, ça faisait donc 1, 10 moins 1. Donc ça fait un PSCN de 1. Et comme on a un PSCN de 1 environ, eh bien on est ici. Et comme on est ici, on est bien dans la zone du complexe. Et comme on est dans la zone du complexe, ça veut dire bien que le complexe domine par rapport à Fe3+. Ça veut bien dire que la réaction est bien déplacée vers la droite. Et donc notre vérification est justifiée. Maintenant, la solution, elle est diluée 10 fois. Donc on part cette fois-ci avec une concentration de 10 puissance moins 4 pour Fe3+, 10 puissance moins 2 pour SCN-. On a vu tout à l'heure que c'était juste, c'est-à-dire que ça passait tout juste, parce qu'on avait un PSCN de 1, et la barre était à 1,1 tout à l'heure, noté ici. D'accord? Tout ça parce que là, la valeur de bêta qui vaut 10 puissance 2,1, elle n'est pas non plus énorme, ce qui ne provoque pas un énorme déplacement vers la droite. Et là, on se rend compte de quelque chose, que on veut une réaction, on pourrait continuer à supposer que la réaction est très déplacée vers la droite. Et si on fait la même hypothèse que précédemment, avec exactement les mêmes calculs, parce qu'on se fie qu'à ce 10 puissance 2,1 sans s'occuper des concentrations initiales qui ici sont un peu faibles, eh bien on va arriver à un paradoxe au niveau des vérifications. C'est-à-dire que quand vous faites tous les calculs, vous tombez, si vous faites pareil, avec un PSCN de 2.
Et comme on tombe sur un PSCN qui vaut 2, on est juste dans la zone où il y a à la fois prédominance du complexe et de Fe3+. Donc en fait, on ne peut pas supposer que cette réaction est très déplacée vers la droite. Et donc on est obligé de recommencer une deuxième fois notre réaction chimique. Et moi, je vais faire directement la deuxième fois, et je ne veux pas tomber dans le panneau en me disant que la réaction est très déplacée vers la droite. Pourquoi? Parce que 10 puissance 2,1 n'est pas assez grand pour contrer le 10 puissance moins 4 qu'il y a ici. Alors à l'état initial, et puis on va noter à l'équilibre, on va mettre 10 puissance moins 4, on pourra mettre moins x, 10 puissance moins 2 moins x et x. Mais surtout, on ne va pas dire que x, genre, vaut 10 puissance moins 4. Parce que si on dit que x vaut 10 moins 4, ça veut dire que la réaction est très déplacée vers la droite. Ensuite, on va déterminer la valeur de x, en faisant aucune hypothèse, cette fois-ci. Pour déterminer la valeur de x, eh bien, il faut utiliser la constante de réaction. Kr, ça fait x sur 10 puissance moins 4 moins x fois 10 puissance moins 2 moins x. On peut quand même faire une petite hypothèse, parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec une équation du second degré. L'hypothèse qu'on pourrait faire, de toute façon, on voit bien que x ne pourra jamais dépasser la valeur de 10 puissance moins 4. C'est pas possible. Donc, si x au max atteint 10 moins 4, on se retrouve avec du 10 puissance moins 2 moins 10 puissance moins 4, au mieux. Donc on peut quand même négliger le x ici, d'où ça nous simplifie un petit peu les calculs. On réarrange cette expression. On trouve une valeur de x. Donc, si vous réécrivez dans le bon sens, alors on peut faire le détail, hein, c'est pas très compliqué. Ça fait 10 puissance moins 4 moins x fois la valeur de kr, fois on pourra mettre aussi le 10 puissance moins 2 ici. Ce serait peut-être mieux. X, voilà, tous les x on va les mettre du même côté. Donc on va se retrouver, je vais écrire ici 10 puissance moins 6, moins 10 puissance moins 2x, il y a toujours le kr qui va rester, 10 puissance moins 6 kr, le x, on pourra le mettre en facteur, 1 plus 10 puissance moins 2 fois kr. Donc ça nous fait une valeur de x qui vaut 10 moins 6 fois kr, divisé par 1 plus 10 puissance moins 2 fois kr. Alors il faut faire l'application numérique. Le kr, la constante de réaction, vous la connaissez, c'est 10 puissance 2,1. Donc ça fait donc du 10 puissance moins 6 fois 10 puissance 2,1 divisé par 1 plus 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 2,1. 5,5 10 moins 5. Si x vaut 5,5 10 moins 5, on voit bien que x est très faible devant 10 moins 2, donc le fait de l'avoir éliminé ici, c'est bon. Maintenant, quelle est la concentration en fer 3+, à l'équilibre? 10 moins 4 moins c'est 5,5 10 moins 5. On tombe sur 4,43. Oui, fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Et la concentration en complexe est de x, 5,5 fois 10 puissance moins 5. Donc il n'y en a pas vraiment un qui est plus grand que l'autre. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, si on fait une petite échelle de PSCN, et qu'on place à nouveau notre PKD qui est à 2,1, 1,1 et donc 3,1, avec notre complexe qui est ici, et puis de l'autre côté, on a le Fe3+. Nous, on a une concentration en SCN, on a dit 10 puissance moins 2, ça fait PSCN de 2. Et PSCN de 2, on tombe ici. Et donc ça correspond bien à ça. On a un tout petit peu plus de complexe que de fer 3+. Donc tout marche bien. Donc attention à la dilution, puis attention aux valeurs de 10 puissance de 2,1 ici par rapport aux concentrations initiales qu'il y a ici. Petit c, cas des complexes successifs. On va partir tout de suite sur un exemple.
le cas du cuivre avec le ligand amine pour fabriquer 4 complexes différents. On voit ici qu'ont été donnés pour le premier complexe une constante KD1. Et ensuite, on repart du complexe 1 pour donner le complexe 2. On repart du complexe 2 pour donner le complexe 3. Et on donne le complexe 3 qui donne le complexe 4. Et à chaque fois, on ajoute un NH3. Et on vous donne les KD1, KD2, KD3 et KD4. De quoi il s'agit, ces KD1? Ça s'appelle les constantes de dissociation successives. Parce que les complexes vont s'enchaîner. Par définition, la constante KD1, ça sera la concentration du complexe 1 divisé par donc Cu2+, fois NH3. Le KD2, ben, de la même façon, ça sera le complexe 2 divisé par le complexe 1 fois NH3. KD3, ça sera le complexe 3 divisé par le complexe 2 fois à nouveau NH3. Et pour terminer, le complexe 4 divisé par le complexe 3 et NH3. Et je répète, ce sont les constantes de dissociation successives. Ici, KD1 vaut 10 puissance moins 4,1, 10 puissance moins 3,5, 10 puissance moins 2,9, 10 puissance moins 2,1. On pourrait aussi inventer bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 4, qu'on pourrait appeler constantes de formation successive. Là, je crois que je me suis trompé, KD1, c'est pas ça. Eh oui, erreur. KD1, ça ne correspond pas à ce sens-là. Tout ce qu'il y a là, ça, c'est pas KD1, parce que c'est des constantes de dissociation, KD1. Donc ça, c'est bêta 1, ça, c'est bêta 2, ça, c'est bêta 3, et ça, c'est bêta 4. Et bêta 1 et KD1, qu'est-ce que c'est KD1? C'est 1 sur bêta 1. KD2, c'est 1 sur bêta 2. C'est mieux comme ça. KD3, c'est 1 sur bêta 3. Et KD4, KD3, c'est 1 sur bêta 3. KD4, 1 sur bêta 4. Voilà, donc vous reprenez à l'envers. Et vous avez les constantes de dissociation. Donc bêta 1, c'est 10 puissance 4,1, 10 puissance 3,5, 10 puissance 2,9, 10 puissance 2,1. Mais, je le répète, et ça c'était bon, les bêta qui sont ici, les KD qui sont ici, ce sont les constantes de dissociation et les constantes de formation successives. Ça c'est très important, d'accord? Parce que vous avez la page suivante. Mais dans les tables, et donc à la page suivante, on remarque que sont données les constantes de formation globales et les constantes de dissociation globales, qui, au complexe 4, va être détruit complètement jusqu'au Cu2+, en 4 morceaux avec les 4 NH3. Donc vous avez le complexe 3 qui va donner donc 3 NH3, et si on continue ainsi de suite, le complexe 2, si on le dissocie complètement, ça va faire plus 2 NH3, et le complexe 1, qui va donner du Cu2+, plus un seul NH3. Et on va pouvoir écrire bêta 2 et bêta 1. Mais ces bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 4, qui sont les constantes de formation globales, ne sont pas les mêmes que le bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 4 du coup d'avant, qui étaient les constantes de formation successives, alors qu'on les note pareil. Ici, bêta 4, ça va correspondre à quoi? La constante de formation, donc ce sera la concentration du complexe divisé par la concentration au Cu2+, fois NH3, puissance 4. Et donc par conséquence, KD4, ce sera la même chose, mais dans l'autre sens, évidemment. Le Cu2+ au-dessus, le NH3 puissance 4, donc 1 sur bêta 4, mais là, c'est des constantes de formation globale. Alors, bêta 3, bon, on peut faire pareil. NH3 puissance 3, et en fait, à chaque fois, ça se répète, vu que c'est constante de formation. On a complexe 2 cette fois-ci, et cette fois-ci, on met que 2 NH3. Et le complexe 1,
le Cu2+, et un seul NH3. Et la question est la suivante. À partir des valeurs qui sont données précédemment, parce qu'on avait les valeurs précédentes bêta 1, bêta 2, bêta 3 et bêta 4, si on les reprend vite fait, on les a à la page d'avant, c'est 10 puissance 2,1, 10 puissance 2,9, 10 puissance 3,5 et 10 puissance 4,1. Mais ceux-là, on les a écrits à la page d'avant. Il va falloir faire la concordance. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le bêta 1 ici, la constante bêta 1 de formation globale, ça correspond bien à 10 puissance, parce que c'est bien la même chose. Celui-ci et celui-ci, ça nous fait 10 puissance, on est à 10 puissance 4,1. Pour retrouver les constantes de formation, ou pour faire le lien plutôt entre constantes de formation successives et constantes de formation globale, surtout pour le bêta 2 qui est ici, bêta 1 ça se faisait tout seul, il faut multiplier par la particule échangée. Donc il faudra multiplier par la particule échangée en haut et en bas. Donc ici on pourra multiplier par, quelle est la particule échangée? Cu2+, on va multiplier par ce qui manque, Cu2+, en haut et en bas. Et ce qu'on pourrait faire aussi, pour refaire apparaître, on pourrait aussi multiplier par le complexe 1. En haut et en bas, je pense que ce serait une bonne solution, parce qu'on referait apparaître le complexe 1, le Cu2+, et donc un NH3 au-dessus. Donc je pense que ce serait pas mal. Oui. Et ensuite, on va entourer. Qu'est-ce qu'on connaît ou qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que complexe 2, complexe 1 et un seul NH3. Alors ça va être difficile à entourer. Complexe 2, un seul NH3 et complexe 1. Ça correspond à la constante de formation du complexe 2. Donc ça correspond à bêta 2 successif. Le deuxième, complexe 1, Cu2+. Ah oui, Cu2+, il était peut-être en trop. J'aurais pas dû l'utiliser. Ouais, il est en rab, parce que si je ne l'avais pas écrit, ça ne servait à rien. Donc, on raille ce morceau-là, on prend le complexe 1, un Cu2+, un NH3, et ça correspond à bêta 1. On continue, on va réessayer pour donc bêta 3. Bêta 3, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Multiplier, donc on ne va pas multiplier cette fois-ci par Cu2+ en haut et en bas. On pourrait multiplier par le complexe 2. Je pense que déjà, ce serait une première possibilité. Et je pense que ça va quasiment suffire. Pourquoi? Parce que si on prend le complexe 3, un seul NH3, le complexe 2, ce morceau-là, ça correspond à la constante de formation successive du complexe 3, c'est-à-dire le complexe 3 à partir du complexe 2 et du NH3. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire réapparaître? Complexe 2, Cu2+, NH3 carré. Complexe 2, Cu2+, NH3 carré, c'était bêta 1 fois bêta 2 successif. Donc ça fait bêta 2, bêta 1. Et pour terminer celui-ci, le bêta 4, comment est-ce qu'on pourrait faire pour bêta 4? Eh bien de la même façon, la constante de dissociation, la constante de formation globale, ça sera bêta 4 fois bêta 3 fois bêta 2 fois bêta 1. Mais attention ici, successif, 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 successif. Ici aussi, tout est successif, ici tout est successif. Et bêta 1 correspondait à bêta 1 S. Je vais mettre bêta 1 S, allez, pour dire successif. De toute façon, vous allez recommencer dans un exercice juste après. Donc il va falloir faire des combinaisons pour essayer de retrouver toutes ces constantes. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est que l'idée c'est de tracer un diagramme de prédominance.
Alors nous, je crois qu'on connaît les PKD, donc ça va se faire tout seul. Et on va tracer sur une échelle de prédominance les différentes espèces. Donc comme je l'ai dit, on va essayer d'établir l'échelle de prédominance correspondant aux différents complexes 4, 3, 2, 1 et le CU2+. La première chose, je pense, pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne, il faut faire, je vous l'ai déjà fait, mais il faut faire une analogie avec les réactions acido-basiques. Quand vous avez une base plus un H+, qui donne A, on peut écrire cette relation-là avec pH égale pKa, le logarithme de la base sur l'acide. D'accord? En lien avec sa constante d'acidité Ka, qui vaut la concentration en H+, fois la concentration de la base, divisé par la concentration de l'acide. Donc ça va bien avec. Alors ça correspond à la réaction écrite dans le sens, mais peu importe. L'acide, ça correspondrait au complexe 3, la base au complexe 2, etc. Ensuite, on pourrait, pareil, faire la constante de dissociation. La constante de dissociation du complexe 3, la constante de dissociation, attention, successive, et pas globale. Successive, ça fait, quand on dissocie complexe 2, fois NH3, divisé par complexe 3. Et là, on voit bien que NH3, c'est le H+, complexe 2, c'est la base, et complexe 3, c'est l'acide. D'où P de PNH3 est égal à PKD plus logarithme de la base, ici la base c'est le complexe 2, divisé par le complexe 3. D'où on va placer le PKD, ici ce sera le PKD entre le 2 et le 3. Donc PKD3. Il ne nous reste donc plus qu'à placer les différents PKD correspondant aux différents couples. On a un PKD ici donc de 2,1, ensuite on en a un à 2,9. Pour terminer, 3, 5 et 4, 1. Ensuite, nous, ce qui nous intéressait, c'était le PKD3. PKD3 parce que c'était en complexe 2 et complexe 3. Donc on est à 2,9. Donc on est ici. Lorsque le complexe 2 domine, qu'est-ce qui se passe? Ce log est positif. Ça, c'est plus grand que 1. Le log d'un truc plus grand que 1, c'est positif. Donc PNH3 est supérieur à PKD3. Donc on est là. Et là, on va placer notre complexe 2. Lorsque c'est le complexe 3 qui domine, eh bien, le chiffre qu'il y a dans le logarithme est plus petit que 1, le logarithme est négatif et PNH3 est plus petit que PKD3. Et on reproduit ça pour le reste, évidemment par logique complexe 3, 4, 3, 2, 1, complexe 1. Et pour terminer ici, on a le CU2+, correspondant au dernier couple. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire des exercices pour bien vous entraîner.